Ceci est donc la suite de la conférence. Suite à un bug technique, la suite n'a pas été enregistrée et diffusée sur Facebook. L'avantage, c'est que la qualité devrait être un peu meilleure. Donc, j'en étais à décrire des dysfonctionnements dont j'ai été témoin et je parlais du cas de ce que j'appelle la figure nourricière, c'est-à-dire une personne, un couple ou éventuellement quelques individus qui sont au cœur du projet et qui possèdent le bien foncier. Et je disais, alors ça donnait l'impression que c'était pas du tout possible. Je dis pas que ça n'est pas possible. Ce que je dis, c'est que ça rend cela très compliqué. J'accompagne un collectif qui est dans ce cas-là, hein, et ça rend les choses très compliquées parce que il n'y a que deux cas de figure possibles. Soit la personne est prête à lâcher le contrôle financier du lieu. Et encore, ben, comment faire ça? Comment lâcher la propriété privée? Donc ça, d'accord, comment est-ce qu'on fait? Et ça soulève la question de savoir, est-ce qu'à partir du moment où ils lâchent le contrôle du financier, ils deviennent eux-mêmes éjectables du collectif, peut-être en récupérant leurs billes, mais ça voudrait dire que tout ce qu'ils ont investi, si à un moment le collectif décide de ne plus fonctionner avec eux, est-ce qu'ils sont prêts à accepter cela, ou comment est-ce qu'en tout cas ils créent quelque chose qui soit équilibré au niveau de la distribution des pouvoirs? Tout simplement parce que tant qu'une personne ou un groupe de personnes ne sont pas éjectables parce qu'ils sont propriétaires, et ben en fait il y a pas, il y a une structure de domination. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas autre chose. Il y a une répartition non équitable des pouvoirs et donc il n'y a pas de collectif sain. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et donc c'est un gros travail pour trouver une solution à la fois juridique et humaine par rapport à ça. Ensuite, un autre cas de figure que j'ai vu, c'est ce que j'appelle le ou la sachant, sachante, c'est-à-dire un membre, un couple, toujours pareil, hein, ça peut être variable, qui possède un savoir, souvent un savoir-être, spirituel ou pas, peu importe, hein, ça peut être des compétences, ça peut être de la CNV, hein, ça existe tout à fait avec la CNV. Et donc cette personne, elle est placée de facto au-dessus de tout le monde. Et on se retrouve à nouveau dans un système de domination qui n'est pas OK, puisque la répartition des pouvoirs n'est pas la même, et que cette personne, en quelque sorte, il est plus difficile de la remettre en question. J'ai pu voir ça aller aussi loin que la personne exige, plus ou moins directement, qu'elle forme les nouveaux arrivants. Alors, en quelque sorte, quand on reprend l'idée de fonctionnement collectiviste, c'est très efficace parce qu'il s'agit de, en fait, de former la carte du monde des nouveaux arrivants pour qu'elle soit adaptée au lieu. Mais donc l'idée est très bien, hein, c'est toujours la même chose, hein, l'intention est toujours super et il y a une logique. Dans tout ce que je dis, ça répond à une vraie logique du fonctionnement humain dans le collectif. Sauf que quand c'est une personne qui s'accapare ça ou un petit groupe de personnes qui s'accapare ça n'est pas possible. Il faut que le positionnement des unes et des autres permette à chacun, chacune d'avoir une égalité, une équité dans la capacité de remise en question des autres. Et donc cette place de sachant, elle est possible si elle est très délicatement et finement mise en œuvre. Moi j'ai vu des lieux où il faut payer systématiquement le sachant pour avoir le droit, même peut-être un droit d'entrée. Je suis navré, c'est pas ok. Tout comme de payer des temps de découverte du lieu. Ben non, mais enfin, je veux dire, on a autant à découvrir les unes des autres. Je veux dire, voilà. Bon. J'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure. Donc ça c'est pour le... Et je ne parle pas de gourou, de la version sectaire, avec manipulation et emprise. C'est possible qu'on en arrive là. Moi, j'ai pas vu ça. Ou en tout cas, c'était pas aussi abouti que ça. Il y avait quand même une vraie intention positive et quelque chose de profondément qualitatif dans ce qui était voulu. C'est la mise en œuvre, hein. Moi, je rappelle que c'est la conséquence factuelle et les effets délétères que je pointe du doigt, pas l'intention. Les gens que j'ai vus, hein, vraiment, c'était vraiment des gens qui voulaient bien faire. Et oui, quand la personne est aussi thérapeute de certains membres,
Moi, je pense que c'est pas possible parce que la relation thérapeutique, elle engage des jeux de projection et d'interprétation, des jeux de miroir très forts. Et c'est important que les membres d'un collectif ne soient pas thérapeutes les uns envers les autres. Moi, je suis navré, pour moi, c'est un no-go en termes de sécurité émotionnelle les unes avec les autres. Alors un autre type de lieu que j'ai pu voir, c'est des lieux où c'est le dogme sinon rien, c'est-à-dire que il y a un dogme très fort. J'avais vu souvent ça dans des lieux politiques très politisés, en mode anarcho-communiste ou des choses dans ce type-là, avec un but productiviste, un but d'atteindre une certaine autonomie très forte, voire en l'ayant déjà atteinte. Et moi, ce qui m'avait été rétorqué, c'est mais la thérapie, le travail sur soi, c'est un truc de petits bourgeois. Nous, ça ne nous intéresse pas. On est là pour le lieu, quoi, et le projet. Alors, en termes d'efficacité, de normalisation de la pensée et en fait de la création d'une pensée collective, c'est hyper efficace. En termes de qualité de vie, je vous laisse aller voir. Moi, personnellement, ça m'a pas inspiré parce que, évidemment, ça veut dire qu'on retombe dans les jeux de pouvoir, on retombe dans tous les trucs, malheureusement, un peu nauséabonds qui peut exister entre êtres humains. Et s'il n'y a pas un travail sur soi et une conscience des choses, et cette pensée collective, elle ne protège en rien des côtés malsains des relations humaines telles qu'ils peuvent exister dans notre société. Et ça, si on n'a pas fait un travail sur soi, on se le trimballe avec soi. Hein, faut pas, il n'y a pas de miracle. Hein. Alors, il y a un autre aspect par rapport à des dogmes très forts que j'ai vu très souvent, malheureusement, avec la CNV. La CNV, c'est un excellent outil. Voilà, faut le dire très simplement. Marshall Rosenberg, il a fait un super boulot. Il y a moyen en appliquant réellement, et c'est là que c'est ça la subtilité, c'est qu'en appliquant réellement les principes de la CNV, il est possible d'avoir de très bons outils de fonctionnement interne. Sauf que, et ça c'est valable pour toutes les méthodes, hein, que ce soit la méditation bouddhiste jusqu'à la PNL, la CNV, tout ce que vous voulez, toutes les méthodes, il est tout à fait possible de les détourner pour en faire des outils de manipulation. Et plus la méthode est bonne, plus il est possible de la détourner pour en faire un super outil de manipulation. Je prends pour exemple la PNL qui est utilisée en management, en ressources humaines, dans des entreprises capitalistes, alors que c'est un outil thérapeutique en vrai à l'origine. Et donc, enfin voilà, c'est hyper malsain de le mettre en œuvre dans de tels contextes. Et dans les collectifs, donc j'ai vu la CNV malheureusement, et plein d'autres choses sans doute, mise en œuvre de façon euh, à but de manipulation. Alors quand je dis manipulation, c'est un peu dur, mais en fait, c'est-à-dire, je vais le dire autrement pour reprendre le contexte dont je parle, dans le but de protéger la pensée collective, dans le but de protéger la carte du monde du groupe et dans le but de protéger la cohésion du monde, du groupe. Sauf que c'est très violent parce que ce sont des outils très fins et que la personne ou les personnes qui faisaient ça, ça leur donnait une possibilité de manipulation du discours, de manipulation de la vérité, de questionnement de l'autre sans se questionner soi. Et ça, c'est le type de dérive qui demande énormément de discernement. J'expliquerai justement pourquoi et pourquoi je parle de discernement. Et, euh, et c'est vraiment les cas les plus limites que moi j'ai pu observer. Parce que c'était des groupes qui avaient une énorme cohésion en termes justement de qualité de culture commune. Et donc, il y avait ce lien très fort entre les membres et donc une grande violence envers toute personne qui venait questionner ça. Et dans ces cas-là, la CNV utilisée dans ce cadre-là, elle est tout sauf non violente. Euh, alors oui, j'ai vu des lieux où le lien meurt. Le lien meurt parce qu'il n'y a pas assez d'esprit collectif, parce que tout le monde se rend compte que c'est difficile l'esprit collectif et perçoit les dysfonctionnements et donc n'a pas envie de se retrouver dans un truc trop communautariste. Mais du coup, ils n'arrivent pas, ils s'en protègent et j'ai vu des lieux qui devenaient un peu comme des beaux quartiers très écolos, très voilà, mais ils n'arrivaient pas à trouver l'équilibre avec le lien.
Et le collectif meurt de ça, de ne pas trouver comment être un collectif. Bon, ça, enfin, voilà, c'est une réalité. Bon, tout ça, je l'ai vu sous plein de formes différentes et ça m'a amené à comprendre ce qui, selon moi, est nécessaire pour faire collectif d'une manière saine, efficace, agréable et sans avoir besoin de passer des heures en réunion ni des heures en formation de groupe ou tout ça. Euh, Par contre, c'est vrai que ça demande un travail personnel. Et j'y viens. Donc, du coup, selon moi, ce qui est nécessaire pour faire collectif, c'est que chaque membre consacre un temps personnel, donc c'est en ça que c'est bien, c'est un temps personnel, pour développer ses capacités de discernement, son intégrité et en fait ses compétences de connaissance de soi. Alors pourquoi? Et après j'expliquerai chaque élément individuellement. Pourquoi? Tout simplement parce que comme vous avez vu, faire collectif pour nous en tant qu'être humain, ça fait appel à des éléments de croyance, de culture, de biologie, je dirais même de neurobiologie, de psychologie. Ça touche à nos émotions et tous ces éléments entrent en jeu systématiquement dans tous les collectifs. C'est bien pour ça que on dit 90, 95, 99% des collectifs s'effondrent. Travailler en association, ça finit souvent dans les associations d'action, les collectifs d'action, ça finit souvent avec des structures autoritaristes, c'est-à-dire une ou quelques personnes qui sont dominantes et les autres qui sont acteurs. Et après on se demande pourquoi ceux qui sont juste acteurs, ils n'ont pas beaucoup de motivation, mais c'est tout simplement parce que c'est démotivant d'être dans une structure autoritariste. Je ne parle pas des questions de leadership, on en parlera une autre fois, si vous voulez, ou dans les questions-réponses à la fin. Là, du coup, les questions-réponses, ça peut être en commentaire sur la vidéo et je peux y répondre ou faire des vidéos complémentaires. Mais parce qu'en fait, quand on interagit avec les autres, quand on fait des réunions, quand on conçoit notre collectif, tous les éléments que j'ai mentionnés avant, que ce soit notre origine de primate, notre culture individualiste, nos besoins de collectif, la pensée collective, tout ça, ça entre en jeu. Et donc, travailler son discernement, c'est-à-dire la capacité à être conscient de qu'est-ce qui se passe en nous, en termes de pensée, en termes de type de pensée, c'est-à-dire quels types de pensées sont en train de m'assaillir, de comment gérer ces pensées, d'émotions, de structure psychologique, de ressenti, d'intuition, parce que nous sommes des animaux, ça veut dire que nous avons des niveaux de lecture les unes avec les autres qui sont animales. Mais vraiment, hein, je veux dire, il y a toujours cette phrase un peu stéréotypée, mais qui porte beaucoup de réalité, qui dit que 50, 70, 80% de notre communication est non verbale. C'est vrai, c'est vrai, et nous sommes nombreuses à en être plus ou moins conscientes, et ça a un impact très fort. Sauf que, comme on est devenu incompétent et qu'on n'a plus de culture commune, il faut faire très attention à comment on interprète ce non-verbal. Ça, c'est un autre sujet. Et pareil, ce sera une autre conférence. En attendant, ce que chacune des membres du collectif peut faire, c'est développer son discernement. Le but de ce discernement, l'intention qui, selon moi, est l'intention reine dans un collectif, d'ailleurs comme dans un couple, c'est de faire le travail sur soi nécessaire pour pouvoir protéger le collectif de tout ce qui ne le concerne pas dans notre vie psychologique intérieure. C'est aussi simple que ça. Et ça demande du boulot personnel. Pas automatiquement avec un thérapeute, pareil, ce sera une autre conférence pour développer tout ça, mais surtout en partie avec un thérapeute quand on est bloqué, quand on est face à des choses qu'on n'arrive pas à voir, etc., etc. Et donc ce discernement, c'est une compétence qui s'entraîne et qui va vous permettre d'être capable non pas de résoudre les conflits, de les anticiper, de carrément les annuler. Parce que quand il y a un conflit, ce que moi j'ai pu observer, c'est qu'il y a de 10 à 20% du conflit maximum qui sont factuels, et tout le reste,
c'est de l'histoire d'une ou plusieurs personnes. Si vous réussissez à faire preuve de suffisamment de discernement pour revenir au factuel, le conflit va se résoudre de lui-même. Et chacune des membres va faire un travail pour clarifier ce qui lui appartient. Et après, s'il y a encore besoin de parler ensemble, ce sera beaucoup plus simple. Et enfin, j'en fais vraiment l'expérience dans les réunions que j'anime, parce que en fait, si c'est pas factuel, si c'est personnel et que c'est problématique et que ça ne concerne pas le groupe, ça n'a pas sa place dans les réunions. Et j'y viendrai tout à l'heure aussi, je vais vous donner quelques conseils d'organisation. Et l'intégrité en fait, c'est quoi? C'est déjà faire ce que je dis et dire ce que je fais. Ça a l'air bête, mais c'est quand même très très pragmatique. Et ça implique aussi d'être en intégrité avec soi-même. C'est-à-dire, quand on a le discernement que l'on est en train de se raconter des histoires, c'est déjà se dire, oh oh, je ne veux pas apporter ça au collectif. Par intégrité envers moi et vis-à-vis d'eux, je vais faire le travail nécessaire. Avec ces deux composantes-là, vous avez des piliers euh, fondamentaux pour toute relation humaine, en fait, si on veut faire autre chose que ce qui se fait dans notre société capitaliste de domination et d'exploitation les unes des autres, et donc violente. Donc ça, c'est pour ce qui est utile. Alors, en gros, comment ça s'applique? Ça s'applique d'une façon très simple, que ce soit à la création d'un collectif ou si vous existez déjà. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir d'un côté des réunions émotions, des réunions connexion humaine. Et là, l'idée, c'est de partager de l'empathie sur le vécu de chacune, chacun. Ça peut être une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois par semaine si vous voulez. Mais juste de rester consciente de ne pas tomber dans un truc de thérapie. Le but, c'est de s'apporter du soutien et de l'écoute empathique. Ça n'est pas de systématiquement résoudre ou espérer que les autres résolvent nos problèmes. C'est autre chose. C'est vraiment pour être à l'écoute les unes des autres et de nos réalités humaines les unes des autres. C'est de la découverte, enfin c'est très très bien et c'est très sain. L'autre type de réunion qui là par contre peut avoir lieu une fois par semaine de façon très efficace, ça peut même être très court, vous vous rendrez compte qu'avec l'entraînement ça devient super efficace et très court, ce sont des réunions factuelles. Et là on met de côté l'émotionnel, et quand on se rend compte qu'un sujet est trop pollué par de l'émotionnel, on le met de côté et les membres qui n'arrivent pas à gérer le factuel à ce moment-là, s'engagent à faire le nécessaire pour pouvoir poursuivre la réunion de façon factuelle. Et donc ça amène un discernement de groupe, ces réunions factuelles. C'est-à-dire que c'est un entraînement de groupe, et c'est en ça que les réunions émotions sont importantes parce qu'elles créent la confiance mutuelle. C'est un entraînement de groupe pour se dire oh oh, là on voit qu'il y a trop d'histoires interpersonnelles qui jouent, on ne va pas pouvoir résoudre ce sujet-là. Et ça amène une qualité d'échange qui élimine les jeux de pouvoir, parce que si quelqu'un abuse de ça pour toujours pointer du doigt, ou quelques-unes abusent de ça pour toujours dire ah oui, non mais là vous avez des problèmes, et bien si vous-même vous faites le travail, en fait, s'il vous pousse à faire plus de travail et que vous le faites, très vite vous allez voir qu'en fait, ces personnes-là ne sont pas clean, ne sont pas intègres, et elles ont détourné l'outil. Et donc c'est en ça que le discernement, c'est magique. Elles ont détourné l'outil et vous allez pouvoir dire stop, et soit, si vous êtes suffisamment nombreuses, faire un contre-pouvoir ou quitter le lieu, parce que ça sert à ça le discernement. Ça sert à pouvoir décider en pleine conscience et sans attendre que le lieu soit un enfer total, parce qu'en fait très vite, il est possible de percevoir les dysfonctionnements d'un lieu si on est au clair avec soi-même. En vrai, et il y a des lieux qui ont été surpris quand j'ai fait ça, hein. Il y a peut-être des gens qui vont voir cette vidéo et qui vont se reconnaître. Et d'ailleurs, je leur prends mes excuses parce que j'ai pas toujours été très subtil à l'époque dans mon expression de ce que je percevais. J'ai mis beaucoup de bienveillance dans mon expression. Il y a des lieux où en 48 heures, je leur disais, ben voilà, moi je vois ce qui dysfonctionne. Et les gens, ils me regardaient avec des yeux comme ça, ils me disaient, mais tu ne nous connais pas, tu ne nous as jamais vus. Je vous garantis qu'avec du discernement et une bonne capacité de lecture des fonctionnements et dysfonctionnements, en 48 heures, vous pouvez voir, en 48 heures de réunion,
on précise. En 48 heures de réunion, vous pouvez voir tout ce qui ne fonctionne pas dans un collectif. Il n'y a pas besoin de plus. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Avec un bon entraînement. Alors moi, ça fait longtemps que je m'entraîne, hein. C'est mon boulot maintenant. J'ai fait des formations pour ça. Mais n'empêche. Ah mince, j'ai un petit bug. Voilà, bon, on verra si je le coupe ou pas. Enfin voilà, je vous jure, hein, c'est vraiment possible en 48 heures de savoir si un collectif ça fonctionne ou pas. Donc voilà. Donc en gros tout ça, et ça aide aussi ce discernement et cette intégrité, tout simplement à désactiver les jeux de miroir, les interprétations et les projections qui se jouent les unes avec les autres dans un collectif, dans un couple, dans n'importe quelle relation humaine, puisque au moment où vous vous rendez compte que vous êtes entré dans ce type d'échange avec quelqu'un, bah, vous faites le travail de votre côté, tout seul ou avec un thérapeute, pour clarifier. Et puis c'est basta, en une semaine ou deux, allez, si vraiment c'est des sujets hyper fins, complexes, en un mois ou deux, c'est réglé. C'est pas plus. Vous n'allez pas y passer 5 ans de votre vie. Moi, ce que je pratique, c'est des thérapies brèves. C'est pas pour passer 10 ans à me poser une question sur un sujet. C'est pour que quand j'ai un sujet, en, allez, en 5, 7, 8 séances, on sait où on va, quoi. Et donc c'est pour ça. Et il y a des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi tu parles de thérapie? Ça fait peur. Est-ce que la connaissance de soi, on peut pas l'acquérir tout seul, machin, tout ça. Alors, je fais court, hein, je ferai un vrai sujet là-dessus, mais non. Non, non, parce qu'en fait, et je crois que c'est une blague de Coluche, j'aimerais bien vérifier, mais je la vérifierai, qui disait que l'intelligence, on est tous persuadés d'en avoir suffisamment, parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet d'évaluer à quel point on est intelligent. C'est une blague de cet ordre-là. La connaissance de soi, c'est pareil. Tout simplement parce que nous avons des structures psychiques et biologiques qui aiment comment est-ce qu'on allait dire, qui aiment la régularité. La régularité, on appelle ça en science l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien d'un certain équilibre. Et ben, ça se fait même au prix de dysfonctionnements. C'est-à-dire que si vos dysfonctionnements sont en harmonie les uns avec les autres, il y a une part en vous qui ne veut pas aller les remettre en question et donc vous ne les verrez pas. Ou en tout cas, quand vous les verrez, il se peut que vous ayez une forte tendance à considérer que c'est de la faute de l'autre, que ça n'est pas si grave, que non mais en fait le monde il n'est pas adapté à vous, etc., etc., etc. C'est naturel d'avoir ce discours de déni. C'est littéralement une fonction biologique, je vous en promets, je vous le promets. C'est d'ailleurs ça aussi que raconte l'auteur du bug humain. C'est un peu cette fonction-là qu'il décrit, qui fait qu'on n'arrive pas à réagir face à la catastrophe environnementale qui arrive. C'est qu'en fait, remettre en question le mode de vie dans lequel on est, en fait, c'est trop d'efforts. Donc voilà, cette part-là, elle dit non, non merci. Et donc dans un collectif, cette part-là, elle joue un rôle très fort. Et donc le thérapeute, son rôle, c'est que si vous vous êtes engagé envers vous-même et envers le collectif à faire ce travail-là, et que votre envie de faire collectif vous soutient à aller vous remettre en question, à un moment, il va être nécessaire d'avoir l'aide de quelqu'un pour aller observer ces zones de la carte du monde qui sont des zones d'ombre, des zones inexplorées, des zones de l'inconscient. Voilà. Alors du coup, je vais faire une petite part des questions-réponses que j'ai eues après coup, vite fait. Mais la conférence en elle-même est terminée. Je vais donner quelques questions-réponses sur des sujets que des personnes ont évoqués après coup hors ligne. Et n'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires. Soit je fais des vidéos pour y répondre, soit je vous y réponds en commentaire selon le sujet. Alors, la première chose, c'est, oui mais d'accord, mais alors quelle place pour les modèles de gouvernance avec ça? Parce que je n'en parle pas du tout, et je vais vous avouer quelque chose, je ne suis formé à aucun d'entre eux. Alors, les modèles de gouvernance sont d'excellentes recettes. Ce sont d'excellentes recettes pour accélérer la création d'une carte commune et l'exploration de vos points communs et de comment mettre en place des choses fonctionnelles.
Ceci étant dit, ça ne vous permettra pas euh, d'anticiper les dysfonctionnements de vos cartes du monde et en particulier les conflits entre vos cartes du monde. Ça ne vous servira pas à ça. D'ailleurs, il en est de même sur le fait de visiter d'autres collectifs, parce que les autres collectifs ont trouvé des solutions et ont mis en œuvre des solutions qui concernent leur carte du monde. Donc ça peut être intéressant pour avoir une lecture fine, mais en fait, ce qui est le plus intéressant d'aller voir dans les collectifs, c'est pas comment ça marche, mais c'est là où ça ne marche pas. C'est que quand vous y allez, essayez d'explorer leur dysfonctionnement. C'est ce que moi je vous conseille, c'est là où vous apprendrez le plus. C'est un peu humoristique. Maintenant, quand il s'agit de payer 100 euros, 200, 500, 1000 euros pour passer une semaine dans un collectif, moi je propose, je dis ça, hein, je propose des tarifs à partir de 30 euros la séance de thérapie, c'est-à-dire que 1000 euros, ça représente 30 heures de thérapie avec un thérapeute. Ça représente 2 ans de thérapie avec quelqu'un qui propose des tarifs un peu humains. C'est dur ce que je dis, mais voilà. Pour les thérapeutes qui proposent des tarifs à 80 ou 110 euros et qui n'ont pas d'ouverture sur des tarifs plus souples, je suis navré. Moi, dans ma réalité du monde, ça n'est pas déontologique. Hein. Il y a plein alors, il y a des gens qui proposent d'autres manières. Hein. Par exemple, je connais quelqu'un, elle a créé un site où les gens peuvent avoir accès à tout un panel de travail psychothérapeutique pour 10 euros par mois. C'est extraordinaire. Je l'ai mentionné, c'est Laurence Dudek, c'est ma formatrice. Évidemment, c'est une autre façon de démocratiser son travail. Donc elle fait d'un côté des séances plein pot et elle fait un travail énorme de démocratisation. Mais voilà. Donc, ne gâchez pas votre temps et votre argent dans 10 000 formations. Travaillez sur vous. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, ça, j'en ai parlé. Et alors oui, mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous, on fait pour faire collectif? Alors nous, on a choisi un sujet pour créer du lien. On a choisi un sujet qui est le rapport adulte-enfant. Parce que je me suis rendu compte que dans mon exploration de tous ces sujets-là, une remise en question fine et profonde du rapport adulte-enfant implique en général un travail sur soi, une connaissance de soi déjà assez engagée. En tout cas, un désir de le faire. C'est pas absolu, mais voilà. Et en vrai, ayant choisi ça comme mode de rencontre, pour l'instant, on n'arrive pas à faire collectif parce que ça fait un peu peur aux gens. Voilà, je le dis honnêtement, on aimerait bien, on essaie d'attirer des gens dans notre coin, mais ce sujet-là fait un peu peur aux gens parce qu'effectivement, il demande un gros travail sur soi. Et voilà. Et ah oui, si, juste pour conclure, j'avais une métaphore rigolote par rapport au modèle de gouvernance, enfin moi que je trouve rigolote, hein, vous me direz, c'est qu'en fait, un modèle de gouvernance, donc c'est une recette, et vous, vous êtes les ingrédients de cette recette. Si pour faire votre soupe, vous prenez des ingrédients dans lesquels il y a des cailloux et des limaces, et ben votre soupe, ça va être un peu bizarre. Et ben votre collectif, c'est pareil. Vous pouvez avoir tous les modèles de gouvernance que vous voulez. Si les membres n'ont pas fait un travail sur eux intègre, de qualité, ou en tout cas ne s'engagent pas à le faire, votre collectif, ça va être un peu la soupe à la grimace. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me contacter, je propose de l'accompagnement en individuel et pour les collectifs en distanciel et en présentiel, je peux me déplacer, je propose cette conférence aussi à faire ici et là. Prenez soin de vous, bonne chance pour toutes vos aventures et avec grand plaisir pour en parler.